Il nous reste à conclure cette demi-journée de Forum des solutions avec un grand témoin, une grande témoin, et c'est pas pour nous déplaire, parce qu'on a une après-midi très masculine. Donc c'est Vera Broez, architecte, bienvenue, je vous en prie. Et directrice d'un bureau d'études, d'une agence qui s'appelle Architecture, Urbanisme et Mobilité, et qui a, durant toute sa carrière, travaillé justement à cette articulation entre l'espace public, les projets et services de mobilité et l'aménagement urbain. Et nous allons vous entendre à la fois pour peut-être un rapport d'étonnement, quelque chose autour de ce que vous avez appris cet après-midi avec nous par les différents témoignages que nous avons entendus, et puis quelques témoignages de votre part, retour aussi de projets que vous avez pu conduire dans des villes à dimension équivalente à celle que nous pouvons connaître dans le programme Action Cœur de Ville. C'est à vous. Merci d'être là. Merci beaucoup de cette invitation. Alors c'est vrai que je me situe un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du maître d'œuvre. Et donc je suis davantage dans la pratique. Je reçois une commande et j'essaie d'élaborer une stratégie pour y répondre. Alors cette stratégie, elle est aussi multiple que le nombre de cas présentés. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Et je trouve que les invités précédents illustrent à peu près toutes les échelles et finalement toutes les problématiques assez complémentaires qu'on rencontre évidemment sur des territoires très contrastés, aussi bien finalement qui sont dans les grosses villes, hein, puisqu'on intervient aussi sur des pôles d'échange extrêmement complexes. Ça peut être même le cœur transport de la Défense, comme ça peut être effectivement une petite ville assez éloignée ou une ville rurale. Et je trouve que finalement les exemples de ce matin illustrent parfaitement toutes les problématiques, aussi bien finalement en application, hein, on l'a vu tout à l'heure sur Dunkerque, vraiment où on est déjà sur un espace public presque constitué et on va déployer un mode de transport et on va en profiter pour requalifier et reconquérir des espaces, que ce soit sur Dreux où la problématique elle est vraiment sur l'équipement finalement, ou que ce soit sur vraiment une petite ville comme on l'a vu précédemment près de Bordeaux, donc au nord de Bordeaux. Donc c'est vraiment extrêmement diversifié et je peux finalement rebondir en disant que ce qu'on a nous à témoigner aujourd'hui, c'est qu'on s'inscrit mais totalement en fait en cohérence avec cette démarche, et on peut dire aussi que finalement cette cohérence elle date aussi, c'est-à-dire que personnellement ça fait à peu près 25 ans que j'ai commencé à réfléchir tout d'abord autour des gares, d'abord sur la gare elle-même, et puis petit à petit élargir sur le pôle d'échange et puis sur le quartier gare. Alors pourquoi finalement moi je suis un architecte des PLG, hein, je rends compte un petit peu de mon expérience. Et en fait, la première fois que j'ai eu à traiter une amélioration d'un hall, agrandir un hall de gare et retrouver un peu de parvis devant sa façade, en fait, ça m'a obligé quelque part à dépasser ça pour pouvoir y répondre. C'est-à-dire qu'il fallait évidemment avoir la connaissance de l'environnement proche, voire même de l'environnement éloigné. C'est cette articulation des échelles qui pousse un architecte à aborder finalement la question de la mobilité plus globalement et comme outil d'aménagement et finalement comme outil qui va freiner l'étalement urbain. En fait, les trois étant liés, c'est-à-dire la petite échelle, celle qui est sensuelle, charnelle, etc., et puis la grande échelle qui permet de comprendre et de répondre. Donc peut-être plus que la théorie, parce que moi je ne suis pas forte en théorie, je pense qu'on va passer à mes exemples. Donc ces exemples qui sont que j'ai essayé en fait d'avoir, j'ai essayé, je me mets debout parce que sinon je tourne le dos. J'ai essayé en fait qu'il soit contrasté. Alors il y en a un qui date, hein, qui a été commandité maintenant il y a plus d'une dizaine d'années
par la ville de Gap, qui est toujours le chef-lieu du département des Hautes-Alpes. Et donc c'était en 2009 sous le mandat de Pierre-Bernard Raymond et donc piloté par Véronique Paul de la direction de l'urbanisme, et c'était cofinancé par déjà à l'époque l'ADEME et puis le département. Donc c'était une méthode déjà, voilà, c'était construire une méthode qui en fait se construit souvent dans l'urgence en répondant à un appel d'offres de marché public. Donc cette méthode, elle a été, voilà, elle passe beaucoup par ce qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire d'abord une connaissance précise du territoire. Et ici, en fait, le problème, le constat qui était frappant finalement, c'était que la ville avait constaté que son territoire, en fait, était victime d'un étalement urbain assez important, puisque en 10 ans, l'espace sous influence urbaine avait doublé. Et donc, ils s'interrogeaient sur les difficultés qu'ils allaient rencontrer et le fait, en fait, que cet urbanisme, cette tâche urbaine, mettait en danger non seulement l'espace agricole, mais également les zones naturelles qui entouraient la ville. Donc en fait, ce territoire, en fait, on l'a regardé très précisément sous l'angle de l'évolution démographique, mais également sous l'angle de cette ampleur du phénomène de la tâche urbaine. Et donc ces espaces artificialisés, en fait, qui ont augmenté à une allure vertigineuse les 50 dernières années, en fait, alors que la population, elle augmente beaucoup moins, voire pas du tout ces dernières années. Donc en fait, on a pu, tout d'abord en 2003, en 54, pardon, une tâche qui est relativement restreinte, mais qui existe quand même, mais qui, en 2003, elle a vraiment doublé. Alors, ce phénomène, il est aussi lié à la question évidemment de la mobilité, cette mobilité qui fait de Gap une ville-centre d'un territoire essentiellement agricole où tout autour on a des communes qui comptent au maximum 500 habitants, donc c'est vraiment voilà, ça explique aussi les besoins de mobilité et cette artificialisation qui galopante. Alors, ce qui est aussi expliqué par cette analyse précise de la ville, c'est que il y a un engouement et une préférence des habitants de la ville de Gap, qui ont commencé même à déserter le centre-ville, et des nouveaux arrivants à habiter un mode extrêmement consommateur d'espace, c'est-à-dire la maison individuelle avec beaucoup de terrain autour. Donc ce mode, évidemment, il amplifie le phénomène et fait que finalement 90% de cette surface artificialisée qu'on a pu constater est due simplement au mode de la maison individuelle. Donc c'est énorme et donc on a regardé par la suite ce qui pouvait expliquer ça. C'est déjà on va dire la mobilité, quelles conséquences par rapport à cet étalement urbain. La mobilité, elle vient en quelque sorte elle est contrainte d'une part par le relief, mais elle est contrainte aussi par le fait que pour se déplacer, les déplacements pendulaires pour aller chercher l'emploi et pour aller chercher les services, pour aller chercher les commerces, sont amplifiés et sont canalisés par finalement presque un axe unique central qui va du nord au sud et qui dessert un petit peu toutes les directions stratégiques. Là aussi, c'est amplifié par le fait que les emplois ne sont pas toujours en centre-ville mais en périphérie, avec des zones d'activité qui sont soit au nord, soit complètement au sud et qui font que 3 fois par jour, on se déplace pour aller d'un lieu à un autre. Alors,
c'était aussi déjà il y a 12 ans, on était déjà dans faire du logement finalement basse consommation, on était aussi dans l'économie d'énergie, mais on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait faire d'immenses efforts sur la façade, sur le logement, mais que tout cela était détruit, finalement annihilé par le fait d'être obligé de se déplacer d'un mode à l'autre, et que ça venait complètement doubler parfois le bilan carbone, et donc faire des écoquartiers loin des centres-villes n'avait naturellement aucun sens. Donc on a par la suite fait un travail lent qu'on peut simplement résumer par cette illustration qui était en fait de prendre la tâche humaine, puisqu'on était en fait à un moment charnière, cette étude s'inscrivait entre le passage du POS vers le PLU. Et donc, ce moment charnière, si on laissait faire la zone à urbaniser inscrite au POS, voilà ce que donne cette tâche urbaine, donc qui ne fait qu'amplifier le phénomène déjà constaté d'étalement urbain. En revanche, le travail que nous avons fait, c'est un inventaire précis, en fait, avec une petite équipe composée d'architectes, d'urbanistes et de géographes, un inventaire précis, en fait, des principaux équipements, des services, des commerces, et puis des réseaux d'accessibilité, en fait. Et en fait, ce travail précis, en croisant les habitations, nous a permis, en fait, d'inscrire un périmètre pertinent à urbaniser, qui est celui de droite, en fait, et qui a... en fait, ces deux cercles-là que l'on lit à l'intérieur s'inscrivent chacun dans 1 kilomètre. Donc on voit que la ville, en fait, rentre dans quasiment 2,5 km de linéaire, et donc elle est totalement, j'allais dire, favorable à un déplacement des modes actifs s'ils sont bien desservis, s'ils sont encouragés, s'ils sont sécurisés. Et donc ces modes actifs, on n'était pas encore sur l'engouement du vélo électrique, mais en fait précédemment CEREMA l'a très justement dit, dans un rayon de 3 km, le vélo devient extrêmement concurrentiel par rapport à la voiture, d'autant plus que la voiture, même si pour un trajet de 3 km on va mettre 7 minutes si c'est fluide, eh bien on en mettra peut-être 27 si c'est congestionné, comme c'est le cas, puisque tout est canalisé au sein de cette vallée sur quasiment une seule voie principale. Donc cela, on en avait déjà conscience, et donc ces tâches à urbaniser, puisque une ville doit se développer, doit continuer à permettre à offrir des aménagements. En fait, ces tâches, elles consistaient en fait à montrer qu'à l'intérieur de ce périmètre pertinent, on pouvait finalement, avec une politique un peu volontariste, du style de passer non pas de 10 à 15 logements à l'hectare, mais de passer à 40, comme c'est le cas dans le centre-ville de Gap, qui est une ville quand même relativement dense. Donc si l'on passait simplement, eh bien on faisait dépasser d'environ 10 le potentiel par rapport à cet étalement urbain en termes de production de logements. Donc à partir de ce schéma pertinent à urbaniser et au sein duquel on va pouvoir développer, et donc par conséquent maîtriser la mobilité, nous avons pris des exemples, 4 exemples, donc c'est la planche suivante, 4 exemples pour illustrer en fait cette capacité de la ville à offrir de nouveaux schémas et de nouvelles manières d'habiter. Et ces 4 exemples sont très contrastés, puisqu'il y en a un, par exemple, Forest d'Entrée, il concerne plutôt l'environnement de la gare et de son pôle d'échange. Donc la requalification et le renouvellement urbain autour de ces secteurs gares offrent énormément de potentiel. Donc ça, c'était un premier cas. Un deuxième cas qui était plutôt le site des Cordeliers, c'est
vraiment un exemple typique en plein cœur de ville de renouvellement urbain. C'était un ancien couvent qu'on pouvait réinvestir et sur lequel on allait pouvoir faire un projet. Et les deux autres se situent davantage dans ce qu'on peut appeler un périurbain, mais un périurbain qui est toujours dans ce cercle pertinent. Alors pourquoi? C'est plutôt soit une dent creuse parce qu'on a loti, soit parce qu'on a loti densément, on a oublié une école ou on a oublié un petit service de commerce ou de proximité ou d'équipement. Donc voilà, on est dans ces différents exemples et donc l'exemple suivant eh bien, nous a poussé à faire notre travail d'architecte classique, c'est-à-dire de faire un projet, de montrer sa capacité et de suivre les règles d'urbanisme. Mais c'était démontrer aussi à la ville que finalement, en étant vertueux par rapport à cette question de la mobilité et de l'étalement urbain, on pouvait néanmoins offrir diverses manières d'habiter et puis avec moins de déplacements, on pouvait requalifier les espaces publics et rendre la ville à nouveau plus belle et plus attractive. Donc c'était ça le schéma vers lequel on est allé. Alors je ne sais pas si on a le temps d'aborder un sujet beaucoup plus récent qui date juste avant le Covid, qui est la ville de Granville. Alors la ville de Granville, alors c'est aussi le mandat précédent, décidément pas de chance. Hein. Le mandat précédent, c'était Madame Dominique Baudry, maire de Granville, qui avait commandé cette étude pour laquelle nous avions répondu, et Marine Guéguin l'avait suivi côté direction de l'urbanisme. Donc c'était une approche de plan guide en fait. Alors là aussi, c'était motivé tout simplement aussi par le fait que la ville souffrait d'une terrible congestion de ses espaces publics en général, et puis aussi, on va dire, d'une dégradation de la qualité. Du coup, de cette congestion, finalement, la qualité se dégrade et les espaces deviennent beaucoup plus vétustes, mal pratiqués, mal appropriés. Alors la ville de Granville, c'est avant tout un port actif, hein, commerce, pêche, mais c'est aussi une cité balnéaire. Donc elle accueille de nombreux touristes en saison. Donc et finalement, de ces 13 000 habitants, elle a les mêmes problèmes finalement qu'une ville de 25 ou 30 000 habitants. Donc cette problématique, voilà, d'espace congestionné, elle s'explique assez aisément. Voilà, et c'est aisément par des cartes historiques. Donc, on vient souvent faire appel à des cartes historiques. Donc, on voit ici la cité promontoire. Hein. J'ai oublié de dire que Granville, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la baie du Mont Saint-Michel. Et donc, la cité des Corsaires, avec en proue là, qui s'avance la ville vieille. Et donc ces trois axes qui arrivent, vous voyez déjà à l'époque des Corsaires, eh bien, c'est les mêmes aujourd'hui, avec au centre une congestion maximum, puisque le centre, non seulement on est attractif d'un point de vue touristique, mais on est aussi attractif au niveau des commerces. La ville de Granville est très attractive par la dynamique de ses commerces, et malgré le manque d'espace public et de qualité. Donc ce que j'ai oublié, voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer, c'est-à-dire que les espaces publics, c'est toutes ces taches noires qu'on a vues précédemment. Excusez-moi, je reviens juste en arrière. Tout ça, c'est de l'espace public. Alors pourquoi on l'a mis noir? C'est volontaire, hein, parce qu'on a voulu symboliser en gris que finalement, il n'y a pas d'espace public. Ils sont tous occupés, la moindre poche disponible est occupée par du stationnement. Donc tout le monde s'engouffre là-dedans et parfois passe des heures à chercher une place. Et alors qu'on voulait être au plus près de quelque part, en fait, on se retrouve à devoir aller très très loin pour se garer parce qu'on ne sait pas où trouver de la place, et c'est un peu le hasard. Donc la ville que l'on offre, hein, avec la cité promontoire, d'une grande qualité architecturale, hein, des façades remarquables, eh bien les premiers plans, c'est souvent ça. Et la pratique de l'espace public, eh bien, on vient slalomer entre les voitures. Donc, on l'a vu que c'est expliqué à la fois par la configuration de la topo, donc de cette mince vallée du Valais-Fleur et du Bosque qui est venu creuser un sillon et qui allait se jeter dans la mer. Et puis, ben, voilà, on a
essayé, une fois que l'on a bien analysé et compris ce phénomène d'attractivité du centre-ville, en fait, on a, dès le début de cette étude, et c'est ça l'originalité peut-être par rapport à ce que l'on faisait il y a une dizaine d'années ou il y a une douzaine d'années, c'est que la concertation avec les habitants, avec les acteurs, avec une grande équipe aussi pluridisciplinaire que j'ai passé un peu vite, il y avait tous les logos, eh bien, en fait, on l'a faite du premier jour vraiment, où on a profité d'une fête au mois d'août pour aller investir l'espace public et interroger les gens sur leur ressenti par rapport à la pratique de l'espace public au sein de la ville. Et derrière, on a organisé des ateliers, que ce soit avec les acteurs ou avec les habitants, qui ont été, on l'a alterné jusqu'à le rendu final de cette étude. Donc en fait, les gens ont été extrêmement heureux de participer, à la fois sur Internet et puis aussi lors de ces ateliers. Et en fait, ce qui a étonné d'ailleurs les élus à l'époque, c'est que les gens étaient assez, eux aussi, avaient envie de changer les choses et étaient assez progressistes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas si attachés que ça au fait de rester dans leur voiture et jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils voulaient avant tout requalifier leur cadre de vie et notamment pouvoir déambuler, avoir des commerces, certes stationner, mais aussi utiliser le vélo. Et donc voilà, on a, selon la taille des choses, c'est un petit peu ce qui ressort en premier par rapport à la perception des points positifs et des points négatifs au sein de la ville. Donc, ce qui nous a conduit, en fait, à élaborer des orientations qui ont essayé de hiérarchiser les enjeux et perçus par cette concertation et par notre analyse, et qui nous ont permis en fait d'élaborer une première approche de ce plan guide à travers 3 orientations majeures. Et vous voyez l'illustration sur le côté en fait, qui montre que finalement on n'aborde plus l'espace public uniquement sous l'angle du stationnement, mais sous l'angle de la hiérarchie des places et des espaces publics majeurs qui vont eux-mêmes servir à mettre au point des parcours. Et donc cette approche en fait, c'est avant tout, elle passait par une stratégie de la mobilité. Donc, mais les orientations, alors elles ont été voilà, d'affirmer cette armature naturelle de la ville qui s'est perdue. Et notamment, en fait, bien sûr, tout le monde connaît la cité promontoire, la façade maritime, mais même les habitants de Granville ne connaissaient pas le Val-Esfleur. Le Val-Esfleur, c'est ce parc donc, que l'on voit en haut et qui était à l'arrière, en quelque sorte, des poches de stationnement, en contrebas de la gare, que l'on voit tout en haut à droite. Et donc, ce parc de la Val-Esfleur, seuls quelques initiés le connaissaient, la majeure partie même des habitants l'ignoraient. Donc l'idée c'était voilà, de conforter la place du végétal et de l'eau dans le centre-ville à travers justement la mise en valeur du Val-Esfleur qui accompagnait le bosque qui venait se jeter jusqu'à la forme du Radoub. Donc l'orientation 2, c'était donc évidemment pour reconquérir ces espaces publics, il fallait réorganiser la mobilité et donc la reconquête des espaces publics vers d'autres usages que le stationnement, c'est justement animer, requalifier et reconnecter les espaces entre eux parce que jusqu'à présent, ils étaient un peu comme des îles, chacun séparé par ces grandes nappes de voitures. Des îles isolées. Et l'orientation 3, eh bien, c'était dynamiser cet aménagement urbain par de la création de valeur aussi, c'est-à-dire la valorisation foncière de certains arrières, de certains îlots tout à fait écorchés par le vide, que ça puisse à nouveau accueillir des opérations qui valorisent cette façade. Et enfin,
Et enfin, on va dire que ce qui nous a aidé, l'enseignement de cette concertation nous a également aidé, parce qu'elle a confirmé, en fait, pour l'élaboration du projet, le côté esthétique, le côté végétal, le côté étonné encore, et faire en sorte qu'on puisse découvrir leur ville dont chacun était extrêmement fier. Et donc, ça a conduit, en fait, à organiser des parcours, dont on le voit sur le schéma à droite, à réaliser des zooms, et surtout à requalifier non seulement le patrimoine, à étendre le centre-ville, grâce à ce désenclavement qui a été permis par l'organisation de parking relais. J'ai dû zapper une planche qui justement parlait de cette méthode, mais c'est pas grave. En fait, on l'a fait. Voilà, c'est ça. D'abord, en fait, on a eu un travail très technique d'organiser et d'avoir une véritable stratégie entre le stationnement, où laisser sa voiture, comment prendre le relais avec des navettes bus qui existent là aussi. J'avais oublié de dire qu'à Gap, elles étaient déjà gratuites il y a une douzaine d'années. Et donc ici, il y a des navettes pour les rendre attractives. Eh bien, il fallait fluidifier cet espace urbain et pour cela, il fallait en quelque sorte inciter. Comme le CEREMA le précisait, il n'y avait pas d'interdiction. On n'avait pas fermé des rues, mais simplement on avait incité finalement à poser sa voiture dans des lieux où on allait organiser le stationnement d'une manière simple pour pouvoir prendre le relais soit avec les transports en commun, soit avec le vélo, et surtout soit avec la reconquête de cette coulée verte qui était en fait l'ancienne desserte ferroviaire, qui était une friche, qui était une friche jusqu'à très récemment, et que l'on a proposé en tant que voie douce. Elle a été dimensionnée et dessinée au stade AVP par nous, parce que tout le monde a été emballé par cette solution dans la foulée, et elle vient d'être réalisée en partie. Donc cette voie verte, elle est dimensionnée aussi pour y accueillir une navette autonome. Donc dans un premier temps, c'est piéton, vélo, donc mode actif. Et donc surtout, c'est la volonté que elle passe par ce Vallée Fleur, et c'est finalement une alternative à ces trois axes qu'on a vus tout au début, qui amènent tout le monde à découvrir la ville, qui canalise en fait les entrées vers uniquement sur la voiture. Là, c'est une découverte de l'intérieur en fait, qui est beaucoup plus propice à l'émerveillement et à la véritable découverte de la géographie du lieu. Et donc, ça a permis ce renouvellement urbain, parce que d'un arrière, cet espace va devenir une vitrine qui va permettre en fait à ce foncier de se requalifier, de se densifier, et donc tout ça, ça a généré des projets qui ont apporté de la valeur. Et donc, cette fameuse voie verte qui nous a été commandée pile avant le Covid, et qui, pendant le Covid, a été réalisée pour la moitié de son parcours, puisque l'autre moitié est dépendante aussi des projets de valorisation immobilière dont on a parlé tout à l'heure. Donc cette fameuse voie verte qui offre une autre manière de découvrir et de s'approprier une ville que simplement la route. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, vous ne l'avez pas dépassé. Et merci pour cette approche, j'allais dire, très urbanistique, qui met en place la question de l'espace public d'une manière non technique. Donc, même si ça repose évidemment, comme vous l'avez très bien expliqué, sur une analyse de l'organisation, des flux et autres. Voilà. Donc, parce que c'est intéressant la question de la mobilité, parce que c'est vrai que dans les présentations précédentes, évidemment, elles avaient toute leur logique et je ne les critiquerai pas du tout. Mais on ne sentait pas émerger comment elles pouvaient mettre l'architecture ou dans une interface par rapport à la mobilité. C'était d'autres sujets. Et l'un peut conduire à l'autre. C'est ça qui est intéressant de voir. Par exemple, vous avez parlé de pôles intermodaux. C'est vrai que si on regarde le travail de Feistinger, je prends une ville en dehors de la France, à Ostende par exemple, qui n'est pas une très très grande ville, mais c'est très très intéressant de voir comment un architecte justement a intégré justement cette fonction que vous connaissez bien, de sortir de l'objet gare pour aller chercher l'espace public, pour intégrer la gare de vélo dedans.
On connaît aussi nos voisins, le park and ride et toutes ces choses, les Hollandais ayant beaucoup d'avance sur nous sur ces questions. Donc c'est vrai qu'on a plein de modèles très 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 intéressants qui peuvent être appliqués. Et je trouve que l'exemple de Granville, il est particulièrement intéressant parce que là on voit bien qu'on bute. Merci pour ces photos on pourrait en prendre mais plein en France où c'est toujours... la voiture qui prend l'espace public, donc rendons ça. Et mon propos n'est pas anti-voiture du tout, mais au sens où précisément chacun a sa place et de retrouver le goût de la ville. Je trouve que c'est ça que vous avez donné. Donc merci beaucoup pour ces projets extrêmement concrets et on voit bien que là, en plus, les habitants ont fait sortir des choses, vous l'avez dit, ils ont découvert des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Ça, on ne le croit pas, ça. En fait, on se dit, c'est pas possible. Eh bien, si. Parce qu'en fait, vous l'avez bien expliqué, le paradoxe dans lequel les gens étaient d'aller au plus près, de se retrouver très loin. Ça, c'est formidable. Ça, c'est le monde moderne. Donc, voilà. En tout cas, merci pour tout ça. Et je pense que ça invitera toutes les villes du programme Action Cœur de Ville à réfléchir, en effet, à interagir, je crois, l'interaction, vous voyez, de ne pas être uniquement dans une logique technique, mais une approche à la fois culturelle du sujet de la mobilité, c'est pas mal non plus. Merci Francis, merci Vera Broez. Effectivement, c'est tout le sens de ces forums des solutions, de faire atterrir ces questionnements techniques de politique publique urbaine sur le sol urbain avec ses caractéristiques urbaines, paysagères, architecturales. Et on a vraiment eu une très belle démonstration. C'est la fin de ce forum des solutions. En guise de générique, on vous propose à nouveau, comme en décembre, un petit film issu des recherches que le PUC amène dans le cadre des plateformes d'observation de projets et de stratégies urbaines POPSU sur les petites villes. Il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bout du petit film, mais vraiment, je vous le recommande. C'est un petit film qui parle des mobilités, qui se déroule dans une ville de la périphérie de Charleville-Mézières et qui montre comment un projet qui était justement issu d'une réflexion technique sur le développement des bornes électriques devient un programme de mobilité à l'échelle intercommunale qui met au cœur le vélo, ce qui n'était pas du tout imaginé en amont, et notamment grâce à l'effet Covid. Et voilà pourquoi ça peut aussi avoir des effets positifs que ces crises de civilisation telles que celles qu'on connaît aujourd'hui pour se poser différemment des questions sur nos modes de vie. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cet après-midi. Vous retrouverez les PowerPoint et les vidéos en ligne dans quelques jours sur les sites de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du PUCA. Et on vous donne rendez-vous au début du mois de mars, 17 mars, voilà, la moitié du mois de mars même, pour un forum dédié cette fois à l'adaptation des villes au réchauffement climatique et donc qui parlera de biodiversité, de végétalisation et d'architecture, je l'espère. À bientôt, au revoir à tous. Villers-Semeuse, c'est une commune de 3600 habitants environ qui est située dans le périurbain de l'agglomération de Charleville-Mézières. Sur la commune, on a des retraités et des actifs avec enfants principalement qui effectuent majoritairement, donc de l'ordre de 86%, leurs déplacements avec leur véhicule personnel. On a aussi 40% à peu près de la population qui dispose de 2 véhicules. Le maire souhaite faire évoluer les pratiques de mobilité de ses habitants et il a mis en place un ensemble de dispositifs pour favoriser donc une transition des mobilités. Dans le cadre de la recherche POPSU Territoire à Villers-Semeuse, on s'est posé 3 questions. Déjà, pourquoi la municipalité s'engage sur cette question de la transition énergétique à travers la question des mobilités. On a ensuite regardé quelles propositions d'action étaient mises en place et enfin on a regardé si les actions proposées répondaient aux attentes des Villersois et des Villersoises. Nous, on prend toujours la voiture pour aller chercher les enfants. C'est assez rare, ça arrive qu'on y aille à pied l'été, mais sinon c'est essentiellement la voiture.
Même pour aller au pain, c'est vrai que c'est la facilité. Je prends la voiture tous les jours, alors que j'habite Villesmeuse. J'ai 500 mètres à faire et la facilité au monde de la voiture. Quand j'ai été élu en 2014, l'idée, ça a été déjà de donner une teinte développement durable à cette commune. Et donc on a choisi effectivement de donner la possibilité aux habitants d'avoir de multiples moyens de déplacement. Que ce soit la voiture, mais aussi les transports en commun, le vélo ou les véhicules électriques. L'intérêt de travailler sur la question des mobilités dans le cadre de la transition énergétique, c'est qu'il y a 80% de la pollution de l'air qui est due au transport routier et ça représente également 16% des émissions de particules fines. Donc en ce sens-là, la mobilité, c'est vraiment une question centrale de lutte contre le réchauffement climatique et un enjeu important de transition écologique. Alors l'objectif que nous avions en tête au départ de cette aventure, c'était de faire supprimer finalement la seconde voiture et la remplacer donc soit par du transport en commun ou par le véhicule en autopartage. Donc voilà, dans la voiture d'Ardennes Métropole. Nous on aurait voulu avoir un deuxième véhicule parce que c'est vrai qu'ici on est sur la place de la mairie, c'est là où c'est le plus demandé. Mais le problème c'est qu'effectivement on sent qu'on n'a pas la fréquentation qui permette aujourd'hui d'assurer un deuxième véhicule et qui serait assez réservé. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même une part importante d'information et de communication à faire autour du véhicule, puisque c'est un dispositif qui n'est pas très facile à s'approprier. C'est assez complexe l'utilisation de la borne, c'est ce qui ressort dans les enquêtes. Et il y a aussi la question de l'expérimentation. En fait, on sent que les habitants, il y a quand même un frein avec le côté technique. Ils ont peur de ne pas savoir utiliser un véhicule électrique. Et le fait de pouvoir leur proposer de manière individuelle de tester le véhicule, c'est quelque chose, à notre sens, qui pourrait amener à une pratique plus régulière des habitants. Dans ces cas-là, je vous propose que vous puissiez l'utiliser et puis la tester. Volontiers. Bon, alors je vous laisse les clés et c'est vous qui conduisez. On y va. Et vous alors du coup, quelles ont été vos conclusions universitaires sur ce travail finalement ? Nous c'est vrai qu'on a observé que dans nos entretiens, les habitants nous disaient que finalement ils étaient très réceptifs à ce dispositif mais ils ne l'utilisaient pas forcément parce qu'ils ne se sentaient pas la cible de cette proposition. Ils étaient beaucoup plus sensibles par exemple aux questions du vélo. Et on sent qu'il y a un basculement qui s'effectue un peu vers l'envie d'aller vers des mobilités plus actives. Alors ce que nous n'avions pas prévu au départ, bien sûr, c'était la période du confinement, le Covid, qui a fait sérieusement évoluer les choses, puisque pendant le confinement se développait énormément le vélo. Moi, j'ai pas honte de dire que pendant les premières années de mon mandat, je venais à la mairie en voiture alors que j'habite à 900 mètres de la mairie. Et aujourd'hui, effectivement, dès que c'est possible, je prends mon vélo pour me déplacer sans me poser de questions. Donc c'est cette évolution-là que je voudrais pouvoir faire partager à l'ensemble de mes concitoyens. Ils puissent chaque matin se poser cette question qui pour moi est la question clé, celle de l'usage, de leurs usages de la mobilité et se demander effectivement en fonction de l'endroit où ils doivent aller, de ce qu'ils doivent faire, de telle activité, quels moyens de déplacement utiliser. On voit quand même qu'il y a une tendance à faire évoluer l'imaginaire autour du vélo vers un véritable mode de transport, de déplacement pour effectuer autre chose que du loisir. Ça, c'est une tendance globale qui s'observe. Après, la difficulté dans les communes périurbaines, c'est que les trajets domicile-travail sont plus longs à réaliser. On est sur plus d'une dizaine de kilomètres à chaque fois. On a vraiment une nécessité de penser la mobilité pour ces longs trajets, donc de mettre en place des itinéraires qu'on appelle communément les itinéraires vélo-taf. Mais c'est pas si simple que ça, parce que la première chose, c'est qu'il faut des réseaux qui soient structurés et sécurisés. Donc ça veut dire être capable de développer des bandes cyclables ou des pistes cyclables ou des aménagements pour le vélo. Donc il y a toute une politique, toutes des dispositions qu'il a fallu mettre en place au fur et à mesure du temps, et assez rapidement quand même, pour pouvoir dire aux habitants qu'ils pouvaient user du vélo, utiliser le vélo de manière sécuritaire. Je suis enseignante ici, professeure des écoles, à l'école du Charme. Donc je ne travaille pas très loin de là où j'habite d'ailleurs. Ma vision ne me permet pas d'avoir le permis de conduire. Donc je suis principalement à pied et en bus. Mais lorsque les voiries se sont adaptées plus pour les vélos, ça m'a permis de pouvoir prendre plus mon vélo et maintenant je me déplace dès que je peux à vélo. Les équipements changent la donne pour les personnes qui souffrent d'un handicap visuel en effet, parce qu'elles permettent à ces personnes-là d'être en sécurité.
puisqu'elles ne sont pas avec les voitures, notamment pour le vélo. Ça change la donne et en même temps, il faut que les voitures ne se garent pas sur les passages prévus pour les vélos ou même sur les trottoirs parce que ça gêne bien sûr les piétons et il y a de la place pour tout le monde et c'est vrai que si tout le monde respecte et se dit bon alors moi je sais que c'est par ici, moi je sais que c'est par là, on se sent plus en sécurité parce qu'on sait que les uns et les autres vont respecter cet aménagement et les espaces dédiés à chaque personne. Dans la recherche, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait des tensions qui émergeaient entre usagers en fait. Les automobilistes qui ont l'impression d'être ralentis par les cyclistes qui ont l'impression d'être mis en danger par les automobilistes. Donc il y a un vrai travail à effectuer sur le partage des usages pour en fait permettre que les uns et les autres puissent se déplacer ensemble dans de bonnes conditions. Donc, ce sont bien ces vélos-là à vérifier. On va les sortir, on va les mettre à côté de la benne là. Il faut juste donc rapidement vérifier pression des pneus, les freins puis la transmission. Alors, Ma Ville à Vélo, c'est une association créée en 2014 qui essaye de promouvoir les mobilités actives sur le territoire ardennais. On a souhaité lancer ces vélos-écoles pour permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, de savoir circuler en autonomie sur la voie publique et en sécurité. On s'est aperçu que beaucoup de cyclistes ne connaissaient pas certains aménagements, savaient les emprunter en voiture, mais à vélo, parfois ça posait des problèmes. Lors de ces stages, on apprend à occuper la route, à occuper la chaussée pour se mettre en sécurité avec toutes les voitures qui peuvent arriver de devant ou de derrière. Alors, le programme POPSU, il nous a apporté beaucoup à la commune puisqu'il a permis deux choses. La première, c'est de prendre un recul sur nos pratiques et de se questionner sur nos pratiques. Et plus largement, tout simplement, c'est de produire de l'intelligence. Un des grands enseignements, c'est qu'on a oublié pendant longtemps les marcheurs. Et donc aujourd'hui, je pense que remettre aussi les marcheurs au cœur des mobilités, je pense que c'est aussi quelque chose d'important et qu'on a découvert avec le programme POPSU. Mais ça demande de sécuriser les déplacements. Aujourd'hui, si on veut que les enfants aillent en marchant à l'école et potentiellement seuls, il faut que aussi le trajet soit adapté. L'aspect sécurité de la marche, finalement, est assez peu pensé. C'est en ce sens-là qu'il est important d'avoir des politiques fortes pour donner plus de place aux modes actifs dans les communes périurbaines. Néanmoins, si la voiture reste le moyen de se déplacer le plus sûr, le plus rapide, on n'aura pas de report vers d'autres modes actifs, même si les infrastructures sont présentes.